Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'outil MLflow, qui est un outil de gestion des projets de machine learning. En particulier, je vais mettre le focus sur une fonctionnalité particulière, c'est le MLflow Tracking, qui permet de gérer, de suivre les expérimentations. Alors, essayons de remettre tout ça en perspective pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire. On parle souvent en ce moment du cycle de vie des projets de machine learning, hein. C'est souvent mis en avant, c'est-à-dire que les projets, en réalité, il est circulaire, si vous voulez. C'est qu'il y a différentes étapes qu'on connaît bien maintenant, hein, y compris le déploiement. J'en ai suffisamment parlé dans mes précédentes vidéos, et aussi le monitoring. Si vous voulez, la maintenance, contrôle qualité, et le suivi dans le temps. Très bien. Alors, quand les données sont mises à jour, on repart dans un différent, on repart de nouveau dans le cycle, on refait tout le cycle, ainsi de suite. C'est ça l'idée, hein. Alors, c'est très joli tout ça, hein, ces idées-là, tout le monde comprend bien, mais il faut des outils pour ça. On ne le fait pas à la main, on va pas. Il faut bien des outils, on va pas tout programmer nous-mêmes. Donc, il faut voir s'il n'y a pas des outils spécialisés. Alors justement, chaque année, j'aiguille mes étudiants vers différents outils et en particulier, je mets beaucoup l'accent sur MLflow. Il me paraît quand même un outil assez épatant, je trouve, hein. Je l'apprécie beaucoup, donc je fais travailler mes étudiants là-dessus. Et généralement, quand j'en parle un peu, quand j'en parle un peu avec mes étudiants, je leur mets en avant les différents aspects possibles dans le métier du data scientist. Alors, bon, sur le site de MLflow, donc là, le site, il est là, hein, bien sûr, et je suis allé dans la documentation pour voir qu'est-ce que c'est qu'MLflow, hein. C'est un outil, hein, de gestion des projets des cycles de vie des projets de machine learning, je l'ai suffisamment dit. Et on essaie de voir quels sont les différents aspects, justement, de ce cycle de vie-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en parallèle ici les métiers. Mais moi, encore une fois, je dis tout le temps à mes étudiants, je n'ai pas cloisonné, hein. Il n'y a pas de je maintiens un aspect et je déborde pas, hein. Là, data scientist, puis ML ingénieur, puis data ingénieur. Et donc, tout ce qui est data ingénieur, ça m'intéresse pas. Non, non. Et justement, je les forme là-dessus. Je dis, attention, il faut avoir une vue globale. Et sur chaque aspect du cycle de vie complet, il faut absolument qu'on ait des compétences bien développées, hein. Il faut qu'on soit attentif aux différents aspects qui sont liés à notre métier. Voilà. Donc ce graphique-là, je l'apprécie beaucoup, donc je le montre souvent en disant oui, là, même si c'est pas notre cœur de métier, regardez parce qu'en réalité, ça fait partie des choses qu'on doit savoir faire, hein. Donc je les fais beaucoup travailler. Il y a des cours spécialisés là-dessus, voilà. Et pareil également, cette partie-là également, le déploiement. Je n'arrête pas, hein, j'en ai fait plein de vidéos là-dessus justement. Je leur dis mais attention, vous pouvez pas prétendre être un data scientist si vous savez pas ce que c'est qu'un déploiement, qu'est-ce que c'est que la dockerisation, qu'est-ce que c'est que les différents aspects et notamment le monitoring également. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur MLflow, voilà, et bon, on s'en porte très bien. Alors, n'en reste pas moins que il y a un aspect que les étudiants aiment beaucoup, c'est la recherche du meilleur modèle. Ouais. On est beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont là-dessus en disant mais je vais tester différents algos, je vais les paramétrer finement pour qu'est-ce que c'est pour avoir les meilleures performances possibles. Généralement, je leur dis mais attention, déjà n'oubliez pas qu'on est soumis aux fluctuations d'échantillonnage. On change d'échantillon, on aura des résultats un peu différents. Donc, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on tienne compte de cet aspect-là, de la variabilité des résultats. Et l'autre aspect également, c'est que vous faites plein d'essais et tout ça, mais comment vous recensez tout ça, hein? Vous faites plein d'essais d'algorithmes, de paramétrage, mais est-ce que vous arrivez à les recenser pour savoir exactement ce que vous avez fait, tout ça? Alors, bon, les plus organisés commencent à écrire un fichier Excel en même temps pour noter ce qu'ils ont fait, les paramétrages qu'ils ont mis, puis les résultats qu'ils ont obtenus. Mais bon, c'est là très peu qui font ça. Puis il y en a également, bah, ils essaient de noter ça en commentaire, mais dans leur code, mais il y a tellement de commentaires qu'il y a plus de commentaires que de code au final, ils s'y perdent eux-mêmes. Et je leur dis, il faut absolument voir s'il n'y a pas des outils justement qui permettent de recenser les expérimentations qu'on met en place dans la démarche de recherche du meilleur modèle. C'est ça l'idée, hein. Qui a un aspect, qui est plutôt parlant en réalité, hein, mais qui a qu'une partie des choses qu'on doit faire quand on gère un modèle, enfin, quand on gère un cycle de vie complet d'un projet de machine learning. C'est ça l'idée, hein. Le projet complet, il est là, hein, il y a ces différents éléments-là. Et la recherche du meilleur modèle, généralement, c'est toute cette partie, c'est une petite partie qui est par là. Mais dans cette partie-là, il faut absolument qu'on soit bien organisé. Alors, du coup, je les amène sur des ateliers, hein, que j'organise moi-même et je les amène sur MLflow Tracking.
Le rôle de MailFlow Tracking, c'est tout simplement d'avoir un suivi des différentes expérimentations et de pouvoir thésauriser les résultats qu'on a au fur et à mesure, avec les algos qu'on a testés, les paramètres qu'on a fixés et les résultats qu'on a obtenus. Et ça permet d'avoir un bon suivi. Et à la fin, quand on a fini de tester différentes approches, on a un compte-rendu sous forme de page HTML qui permet, enfin un site web, qui permet de comprendre exactement qu'est-ce qu'on a fait à différentes étapes et de s'y retrouver. De s'y retrouver. Voilà. Alors, là, vous avez le email flow tracking. Moi, en TD, généralement, je les amène sur l'outil scikit-learn. Hein, donc, j'explique un peu ce que c'est qu'MLflow. Ensuite, j'explique ce que c'est qu'MLflow tracking. Et je les branche sur la partie scikit-learn. Donc, je clique là et vous avez les outils pour fonctionner. Mais j'aurais pu également faire mes exercices avec Keras ou ainsi de suite. Tout à fait, la transposition, elle est relativement simple. Donc, je fais un TD là-dessus et je les fais travailler. Bien. Donc je me suis dit un jour, il faut que je fasse une petite vidéo là-dessus. J'en étais à cette idée-là toujours dans l'étude de Picaré, je suis à fond dans Picaré. J'ai pas d'action chez Picaré, je vous le dis tout de suite. Mais comme je suis curieux de nature, je lis la doc. Et en lisant la doc de Picaré, voilà, Picaré il est là, hein, j'en ai parlé en long, en large, en travers. Je suis tombé sur un aspect qui me paraît très intéressant. Cette partie-là, c'est l'expériment tracking. Ah, j'ai dit, ah bah tiens. Ah oui, ça me paraît intéressant là. Donc, dans Picard également, il y a des outils qui permettent de suivre les expérimentations et de recenser les résultats qu'on obtient quand on teste différents algos et qu'on teste différentes valeurs des hyperparamètres. Donc, je suis allé voir là-dessus et quand j'ai vu ici, ah bah j'ai rigolé. J'ai rigolé parce qu'effectivement, il se base sur MLflow. C'est bien vu, hein? Voilà, par défaut. Il utilise d'autres outils également, hein, que je connaissais pas. MonDB comme TML et Dagshub, là, je connais absolument pas. Hein. En revanche, MLflow, je connais très bien pour le coup, et j'ai vu qu'il s'appuyait sur MLflow. Du coup, j'ai regardé l'outil et je me suis rendu compte qu'il est très très facile d'utilisation. C'est un peu le problème de Picaret peut-être, c'est qu'il nous mâche tout le travail et on voit pas la difficulté des choses. Alors c'est un avantage parce que du coup on a peu de code à écrire, ça peut être un désavantage parce que des fois on peut s'y perdre, on ne sait pas ce qu'il a fait exactement. Bon, donc si j'ai un conseil à te donner, regardez quand même le email flow tracking, hein, le email flow tracking qui est là, voilà, qui sont branchés sur scikit-learn ainsi de suite. Une fois que vous avez bien compris les principes et que vous avez fait quelques tests, là seulement, effectivement, vous allez sur Picaré pour voir comment il organise tout ça. Alors moi, je fais directement le saut, hein, on est d'accord, hein, je vais directement dans Picaré, mais ce qui est important, c'est les idées. Après, comment faire, vous trouverez par vous-même. Hein, c'est ce que je dis tout le temps aux étudiants. Alors, dans ce cadre-là, donc, j'ai fait un petit exemple là, et on va voir surtout les sorties de l'outil MLflow. Alors, très rapidement, les données exemples, c'est l'image segmentation. C'est un vieux fichier des années 90, ça date il y a quelques années, tout ça. Hein. Voilà, où l'idée, c'est de classer des images, voilà, différentes images, hein, des images extérieures, donc et briques, ainsi de suite, voilà, et avec des paramètres calculés sur les images. Hein. Très bien. Vous avez la description qui est là, hein, vous regardez par vous-même. Hein. Voilà, très bien. Ok, donc c'est ce que je vais utiliser et j'ai préparé un petit notebook pour ça, comme d'habitude. Alors, l'autre aspect important également, c'est que je vais montrer ce qu'il y a dans le dossier en question. Alors, je vais mettre ça par là pour qu'on puisse avoir un suivi du dossier en question, parce que c'est très très important qu'on ait cette visibilité-là. Voilà. Ouh là là. Bien, bien, bien. Regardez. Pour l'instant, j'ai le fichier de données qui est là. On va le voir 2 secondes si vous voulez. Le fichier de données, il est là. C'est ici la variable cible, c'est les types d'images. Et pour prédire le type d'image, on a les paramètres calculés sur les images. Ok, très bien. Donc ça, pas de souci. Et le fichier qui est là, c'est le notebook que je suis en train de regarder devant vous, là, de montrer devant vous. Je vais lancer au fur et à mesure et regardez bien parce que l'outil va créer au fur et à mesure des fichiers qu'on doit bien comprendre. Alors, mon notebook est là, donc je vérifie la version de Python. Là, on est en 4 décembre 2023 et j'utilise la 3.11. J'aurais pu utiliser la 3.12, mais il y a des packages qui ne sont pas mis à jour encore. Donc, pour l'instant, je m'en tiens à la 3.11. Ensuite, j'importe Picaré. Et regardez, Picaré déjà crée un fichier log qui permet d'avoir un suivi de tout ce que vous faites. Bon.
pour l'instant, il n'y a rien parce que j'ai juste chargé ici, mais on verra au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Mais vous avez vu, hein, 18h11, 18h11, il vient de créer le fichier. D'accord, là-dessus. Donc, c'est vraiment important, ça, pour le coup. Ce fichier log-là est très important parce que si vous avez des erreurs, si vous avez des choses que vous avez perdues de vue, bah, regardez le fichier log pour voir est-ce que j'ai oublié quelque chose, est-ce que j'ai pas importé les bons packages, est-ce qu'il y a eu des conflits, ainsi de suite. Ensuite, je charge MLflow et je vérifie le numéro de version. Donc là, j'ai créé un environnement, hein, dans lequel j'ai mis Picaré et dans lequel full, hein, j'ai tout installé ce qui est associé à Picaré et j'ai installé également MLflow. Très bien. Voilà. Une fois que c'est fait là, bah, j'importe les données comme d'habitude, hein. Donc je change le dossier et j'importe les données et j'affiche la distribution des classes. Jusque-là, pas de souci. Voilà. Donc il y a 5 modalités de la variable. Non, la variable cible a 7 modalités et ils sont totalement équilibrés. C'est un fichier qui a été préparé sciemment pour tester les algos, je pense. Une fois que c'est bon là, comme d'habitude dans Picaré, je vais charger la classe qui permet de mettre en place des expérimentations. Et je vais le lancer. Et c'est là que c'est important. Donc, comme d'habitude, hein, je passe le jeu de données, je dis que les variables doivent être normalisées, mais bon, en l'occurrence ici, voilà. Je dis que la variable cible, c'est classe, c'est la première dans l'ensemble des colonnes, hein. Là, c'est la proportion des données d'apprentissage. Je veux que l'échantillonnage soit stratifié. Je fais 5 folds en cross validation, quand tu fais de la validation croisée pour chercher, pour estimer les performances. Voilà, je mets un session IDS 0, j'aurais pu mettre 2023 ou 1664 ou tout ce que vous voulez. Et ce qui est très important, c'est que je dis que je veux loguer les expérimentations. Je veux avoir un suivi des expérimentations et l'expérimentation que je viens de créer là, que je vais créer là, s'appelle recherche modèle. Donc l'idée ici, c'est de tester un ensemble d'algorithmes pour trouver le plus efficace. C'est ça l'idée. Donc je crée une session d'expérimentation, ça c'est très important ça, et je dis que cette session d'expérimentation là, je veux le loguer et le nom de cette expérimentation là, c'est recherche modèle. Regardez bien, je vais cliquer lancer, regardez ici en même temps, c'est possible. Hein, hop là. Donc il est en train de préparer là, hein, voilà. Et regardez, il a créé un dossier ici MLRuns. Donc tout ce qu'on va faire là, pour cette session prime là, il va le mettre dans MLRuns. Voilà. Et il va les conserver au fur et à mesure. C'est ça qui est intéressant. Sinon, bah, c'était à nous de faire ça. C'était à nous de faire. Bon, c'est pas aussi compliqué que ça, mais ici, vous avez une description, hein, voilà, de comment le faire. Si par exemple vous voulez travailler ces soucis Kitland ou Keras et tout ça, vous avez les différentes étapes là. Hein, vous devez avoir des exemples par là. Hein, regardez bien. Ah oui, voilà, vous avez des exemples là. Ou la régression, ou bien quand vous créez des pipelines et tout ça. Ça vous amène sur une page GitHub, ça, il me semble. Voilà. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que avec Picaré, j'ai créé une expérimentation, je l'ai setupé, je l'ai initialisé, mon Dieu, voilà, et j'ai dit que je veux sauvegarder les expérimentations, et j'ai donné un nom. Et il a créé le dossier MLRuns. Bon, je regarde les algos, ils marchent pour mon problème, voilà. Mis la liste des algos, ça j'en ai parlé dans une des vidéos, hein, voilà, les algos compatibles avec le problème que je suis en train de traiter, un problème de classement avec cette modalité de la variable cible. Et admettons que je vais comparer les modèles sur la base de l'accuracy en utilisant la régression logistique, le naive Bayes, les arbres de décision, SVM linéaire et l'analyse discriminante linéaire. C'est ce qu'on a là, hein. Vous avez bien hein, logistique régression, naive Bayes, décision tree, SVM linéaire et LDA et par là. Voilà. Donc je vais comparer ces algorithmes-là. Donc je lance. Donc je lance tout ça, voilà. Et il est en train de faire les calculs avec une 5 validations croisées, vous avez bien vu, hein, donc il y a quand même pas mal de tests à faire là, mais bon, il est assez rapide, et vous avez le résultat. Apparemment, le plus intéressant ici, c'est l'arbre de décision. Voilà. Alors, on peut avoir le détail des résultats, des derniers résultats avec Pull. Hein, c'est ce que je fais ici, mais j'ai le même tableau qu'ici, on est bien d'accord sans les couleurs, quoi. Hein. Vous avez aussi les secondes ici, le temps de calcul, mais bon, vu la taille de la base, c'est pas trop un enjeu ici. Hein, on le voit là. Bien. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, donc c'est enregistré dans le mailruns là. Tout ce que je suis en train de faire là, c'est enregistré dans le mailruns en réalité. Alors, une fois que c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Admettons que, bah, on a vu que l'arbre est le plus intéressant en termes d'accuracy.
Donc, je vais essayer de trouver les paramètres les plus intéressants pour l'arbre de décision. C'est ça l'idée. Donc, je crée une deuxième expérimentation, voilà, que je vais toujours enregistrer, mais je change de nom. Ici, c'est l'optimisation du modèle, en modifiant les hyperparamètres. C'est ça l'idée. Hein. Donc, je crée une deuxième session d'expérimentation dans le même notebook. Hein. Voilà, boum. Une fois que c'est fait ça, voilà, je vais créer un premier arbre de décision, et je veux que le min sample split soit 50 et le max def à 5. Donc, min sample split, c'est qu'il ne segmente pas un sommet s'il y a moins de 50 individus. Voilà. Et la profondeur maximale de l'arbre, c'est 5. Comme ça, hein, je ne sais pas, je ne connais pas les bons paramètres. Personne ne connaît les paramètres. Donc, je mets ça comme ça au départ. Et on va demander à l'outil, justement, d'enregistrer et de trouver, enfin, de, de tester, d'optimiser les valeurs des hyperparamètres pour trouver les modèles les plus efficaces. C'est ça l'idée. Donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je crée un modèle au départ, voilà, et en validation croisée, j'ai un accuracy de 0,82. C'est pas très bon, ça, hein. On est d'accord? Et l'idée, donc, c'est que je vais lancer une optimisation tune modèle, et je veux qu'il me teste, je vais un peu agrandir ça, je veux qu'il me teste différentes valeurs de min sample split, de 10, 20, et différentes valeurs de max def, 5, 10, et pas de limitation. Et je veux qu'il fasse une recherche en grille, c'est la grille de scikit-learn. C'est-à-dire qu'il va croiser les différentes valeurs. Donc il va créer 9 modèles, hein, 3 x 3, oui, 3 x 3, 9. Oui, d'accord, là j'ai un petit doute. Hein. Très bien. Donc je fais un tune modèle, là, avec un accuracy, et il va croiser ces paramètres-là, dans une recherche en grille. Allons-y. Donc il a testé 9 candidats, voilà, 45 feeds parce qu'il y a 5 validations croisées, et je veux afficher les résultats les plus efficaces. Le résultat le plus efficace, c'est le cas où le min sample split égale à 2 et le max def égale à none. Pour notre jeu de données, voilà, le jeu de paramètres le plus efficace, en tout cas avec ces deux paramètres-là, c'est min sample split égale à 2 et max def égale à none. C'est ça l'idée. Une fois que c'est fait ça, donc, j'affiche les caractéristiques du modèle optimisé, mais bon, c'est ce qu'on a vu, hein, 2 là, max def none, très bien. Et je prédis maintenant sur l'échantillon test. On a vu 70% pour l'apprentissage, on a fait la recherche en validation croisée, et je vais chercher sur l'échantillon test, qu'on est 30% qu'on a mis de côté, et vous avez un accuracy de 0,96. Bon. C'est des estimations, donc il y a une forme de variabilité, encore une fois. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Je crée le modèle définitif. Et voilà. Donc, tous ces résultats-là, je les ai, hein, tous ces résultats-là, je les ai, mais ils sont dans le notebook. Est-ce qu'il n'y a pas une manière d'avoir un suivi global de tout ce que je viens de faire? Dans ce MLRuns-là, on avait vu, hein, il a créé un 2 là. C'était 0,1 tout à l'heure. Là, il a créé 2. Qu'est-ce qui se passe ici? En réalité, avec MLflow, on peut lancer un serveur web qui permet de consulter de manière plus facile le contenu de MLRuns. C'est ça l'idée. Donc, je vais le lancer. Donc, je vais le lancer ici. Alors, Anaconda, PowerShell prompt. Ah, je mets là. Je vais aller dans Desktop Démo. Vous avez bien vu, hein? Il est là. Bureau. Je suis Rico. Je vais aller dans Desktop. C'est des Desktop. Et je vais aller dans Démo. Voilà. Et dire. On a vu bien, hein, on a vu les fichiers. Le fichier log, on sait maintenant. Là, comme on s'est bien énervé là, à faire des expérimentations, on a bien les résultats ici. Ah, il me dit par exemple il y a un package que j'aurais dû installer, ainsi de suite. Mais bon, ça a marché quand même. Hein. Voilà, il y a différents éléments. Qu'est-ce que j'ai fait? Les différents packages qui sont installés, ainsi de suite. C'est un peu rébarbatif, hein, mais quand ça plante, c'est intéressant d'aller le voir là-dedans. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans Mailruns, mais de manière un peu plus intéressante, si vous voulez. Et Mailflow, il n'est pas dans cet environnement-là. Là, pour l'instant, je suis dans l'environnement base. Je veux aller dans l'environnement tuto Picaré. Donc, on a en liste, pour avoir la liste des environnements qui sont disponibles sur ma machine, et je vais aller conda activate tuto Picaré. J'aurais pu mettre tuto, enfin, Mailflow aussi, hein, mais bon. Et maintenant, je vais lancer l'outil MLflow, justement le serveur web. Hein. Donc MLflow, UI, User Interface. Hein. Boum. Il m'a dit, je vais lancer un serveur. Vous allez le voir là. Très bien. Et voilà l'adresse. Qu'est-ce qui se passe alors? Je vais lancer Opera et je mets localhost 5000. C'est l'adresse qui est mise là, hein, on est d'accord. Hein. Localhost 5000, le port.
Oui, bah, du coup, hop là. Très bien. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit nos résultats. C'est ça qui est intéressant avec le Mailflow Tracking, c'est que vous avez un suivi de tous les résultats que vous avez générés. C'est ça l'intérêt. Recherche modèle, voilà, il y a 7 minutes, voilà, j'ai testé ces différentes méthodes-là. Donc ici, on peut choisir les colonnes à afficher, hein. Bon, j'ai fait un premier test avant, c'est pour ça qu'il affiche bien. Mais dans Columns, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez afficher. Mais d'accord, hein. Moi, ce que j'ai demandé, c'est quoi? C'est le nom de la méthode, voilà, les algos de machine learning. Les métriques, ce qui m'intéresse avant tout, c'était l'accuracy, mais j'affichais la UC et tout ça. Donc, si je trie avec un accuracy décroissant, on voit bien que le plus intéressant, c'est l'arbre de décision. Vous avez vu, hein? Très bien. Et ensuite, vous avez les différentes informations là, et notamment les paramètres. Ça, c'était la première phrase. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'optimisation des hyperparamètres. Donc, on avait vu que par défaut, on avait déjà les bons paramètres, en fait. Mais bon, pour, euh, pour varier les plaisirs, justement, on a essayé quand même de trouver les hyperparamètres en lui mettant des mauvais au départ. C'est ce que j'ai fait ici. Regardez, voilà, donc optimisation paramètres cette fois-ci. Voilà. La première version, j'avais mis maxdef à 5 et minSumSplit à 50. Et on avait un accuracy de 0,52. Ensuite, j'ai demandé à l'outil de chercher les meilleures valeurs des paramètres et il a trouvé minSumSplit à 2, voilà, et maxdef à none, c'est-à-dire sans limitation. Voilà. Et ensuite, on a créé le modèle sur la totalité des données. C'est cette partie-là. Alors pourquoi il fait ça en fait? Pourquoi il garde ça? Parce qu'en réalité, sur chaque modèle, il crée des versions du modèle. Il enregistre le modèle en fichier Pickle et il montre comment on peut l'importer en déploiement. Ça, c'est génial. Regardez, je prends le modèle qui a été créé sur la totalité des données ici. Je clique là et je tombe sur cette page. Donc il me dit, ah, voilà, en fait, il y a plusieurs éléments qui sont générés dans cet endroit-là. Voilà. Donc si je vais ici, là, voilà, dans ML Runs, dans 2, là, voilà, F47, cet endroit-là. Et par exemple, vous avez le pipeline qui est là, voilà, vous avez les métriques, ah non, il les a pas sauvegardés parce qu'il n'y en avait pas, justement, hein, voilà, les paramètres qu'il a mis en place, ainsi de suite. Donc là, en réalité, on a le code si on veut déployer le modèle, soit sur un data frame Spark, par exemple, soit sur un data frame Panda. Il vous dit où est-ce qu'il faut le trouver. Voilà. Ah bah non, c'est pas le F en fait, hein. C'était le B0. Bon, je me suis trompé tout à l'heure. Voilà, il vous met où il faut le trouver et il vous met les différents éléments de le code qui permet le déploiement. Donc le bon endroit, c'est B09 en fait, hein. C'est alors, tac, c'était celui-là le bon endroit avec les artefacts et les modèles. Et là, vous avez les fichiers. Donc vous avez le fichier Pickle et vous avez les fichiers de configuration de l'environnement, hein. C'est ce qui monte ici. Voilà. Voilà, ça, c'est la configuration que vous avez. Donc, vous avez un traçage complet de votre environnement de travail. C'est très important parce que les problèmes de version, c'est toujours un souci avec Python, hein. Les versions de Python, puis les versions également des packages. Bah, là, vous avez tous les éléments. La version de Python, la version des packages. Voilà. Vous avez le fichier Pickle que vous pouvez déployer avec le code qui est là, soit sous Spark, soit sous Panda, voilà. Et autre élément également, vous avez le fichier YAML ou bien le fichier requirements si vous voulez. C'est à vous de choisir celui qui vous voit le mieux. Voilà. Conda YAML, il est plutôt là. Vous avez bien vu, hein? Tout ce qu'il faut pour travailler. C'est vraiment excellent. Alors là où encore c'est vraiment génial, je trouve, c'est regardez. Donc j'ai fait une XP. J'ai fait une XP, ainsi de suite. Admettons que mes données changent. Donc je vais ici aller plus haut encore. Tac. J'arrive pas à remonter. Hop là. Démo. Voilà. Admettons que mes données changent et que je veux relancer les calculs. Vous avez une nouvelle version de données et vous voulez relancer les calculs. Et également voir les résultats qui arrivent par la suite. C'est ça l'idée, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a les données mises à jour. Très bien. On revient ici. Bon, moi, je ne modifie pas les données, hein. Ah, peut-être qu'on va le faire. Non, non, ça va prendre du temps. Très bien. Donc, admettons que les données sont mises à jour. Donc, je reviens ici, j'efface toutes les sorties et je redémarre le kernel. Très bien. Une fois que j'ai fait ça, donc je veux relancer tout le processus sur les données mises à jour.
hein, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui se passe? J'exécute tout. Très bien. Et donc, lui, il va voir ici de nouvelles expérimentations, puisque j'ai redémarré le kernel, là, hein, de nouvelles expérimentations, mais avec un nom qui est le même. Et de la même manière, ensuite, une fois qu'il a testé les différents algos, il va chercher l'optimisation du modèle, hein, avec les bonnes valeurs des hyperparamètres. C'est ce qu'il fait par ici par la suite. Voilà. Il est en train de le faire là, très bien. Et il va le mettre également sur un autre nom de session, hein, qui est ici, c'est optimisation modèle. Alors vous dites, c'est quoi l'intérêt? Donc j'ai mis à jour les données, admettons, hein, et je relance tout le processus. Comment cela est thésaurisé? C'est là que c'est très intéressant. Regardez, je suis là. Et si je vais sur recherche modèle, par exemple, il dit refresh. Ah! Donc il y a des informations qui ont été mises à jour. Du coup, j'ai l'heure de création ici. C'est ça qui est intéressant. Donc je vais les regrouper. Et voilà. Ça, c'était il y a 13 minutes. Voilà. Et là, c'est il y a 44 secondes. Et du coup, à chaque fois que je lance une session, j'ai la possibilité de conserver les résultats. Donc, si je relance exactement la même chose, mais avec des données mises à jour, j'aurai ici des valeurs un peu différentes, mais tout le processus est thésaurisé au fur et à mesure et on a un suivi, un tracking de nos résultats au fur et à mesure qu'on mène des expérimentations. Voilà, c'est un outil vraiment qui me paraît très intéressant parce que dans notre métier, nous, on fait beaucoup de choses et des fois, à force de faire des choses, on s'y perd. Cet outil-là permet d'avoir un bon suivi des expérimentations qu'on fait quand on cherche les meilleurs modèles de machine learning. C'est ça l'idée. Excellent travail à tous.